Je regardais Élise comme on regarde une marée qui monte sans bruit. Au début, on croit avoir le temps. On se dit que la mer respecte les murs, qu'elle s'arrêtera au seuil. Puis, un jour, on entend ce froissement d'eau là où il ne devrait y avoir que du parquet. Et l'on comprend que la maison n'est plus tout à fait à soi. La villa, à Antibes, avait cette respiration lente des demeures anciennes. Le bois chauffé par le soleil, l'odeur du linge propre, la patine des poignets qu'on touche depuis 3 générations. J'y vivais seule depuis la mort de mon mari, avec cette discipline des veuves qui ne veulent pas déranger le monde. Je rangeais, je lisais, je recevais peu, je gardais surtout. Des visages, des dates, des objets dont la valeur n'était pas dans le prix, mais dans la mémoire qu'ils tenaient en place. Ce matin-là, Élise n'était pas entrée. Elle avait investi. Elle avait ouvert les fenêtres en grand comme si l'air lui appartenait. Et derrière elle, 2 hommes en bleu de travail portaient une échelle. Je me souviens de leurs mains, de leurs gestes rapides, du bruit sec des cadres qu'on décroche, un clac, un autre, comme des dents qu'on arrache. Les portraits de mes beaux-parents, de mon mari enfant, des oncles en uniforme, tout descendait du mur avec une indifférence professionnelle. Élise ne m'a pas regardée tout de suite. Elle donnait des instructions d'une voix claire, parfaitement posée, presque joyeuse. Celui-là, attention, il a l'air lourd. Oui, mettez-les dans le salon du fond. Et surtout, n'abîmez pas le plâtre. Je veux des murs nets. Des murs nets. Elle a dit ça comme on dit une peau nette. Moi, j'étais assise à la table de la véranda. La théière en porcelaine était encore chaude. J'avais choisi un mariage frère, un thé noir un peu fumé, celui que mon mari aimait quand il rentrait de la mer. Je tenais ma tasse entre mes doigts et j'écoutais. C'est une vieille habitude, écouter avant de parler. On apprend ça quand on a longtemps dû tenir une maison, des hommes, des conflits qu'on n'avoue pas. Élise s'est enfin tournée vers moi et elle a souri avec cette douceur qui ne sert qu'à dissimuler une impatience. Solange, je me permets. Vous comprenez, ces portraits, c'est beau bien sûr, mais ça pèse. Ça donne une impression, comment dire, d'étouffement. Le bois ancien, l'humidité, l'odeur, ça me serre la poitrine. Elle a posé sa main sur son sternum comme une actrice qui connaît son effet. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai bu une gorgée, lentement, pour que le silence prenne sa place comme une nappe bien repassée, pour qu'elle sente que je n'étais pas pressée par son souffle. Dans ma tête, pourtant, quelque chose s'écrivait avec une précision froide. Pas une colère, pas une scène, non, une liste. Elle ne dit pas « je n'aime pas ces portraits ». Elle dit « ça m'étouffe ». Elle transforme mon histoire en symptôme et son confort en urgence. C'est une stratégie ancienne mais toujours efficace. On ne discute pas avec une crise d'asthme imaginaire, on cède. Les ouvriers passaient près de moi avec les cadres serrés contre leur poitrine. J'ai aperçu au détour d'une toile le regard de mon mari peint à 25 ans. Il me fixait comme s'il me demandait de ne pas laisser faire. Élise, elle, sortait déjà des cartons. Des affiches abstraites, des taches de couleur sans âme, des impressions sur toile au vernis brillant. Je les ai vues empilées, prêtes à remplacer, comme si l'on pouvait recouvrir 40 ans de fidélité avec 3 agrafes et un niveau à bulles. C'est plus moderne. Et puis Adrien adore ça, vous verrez. Il dit que ça fait vivant, Adrien. Mon fils. Elle prononçait son prénom comme un mot de passe, comme si elle l'avait lui et que le reste suivrait naturellement. Je me suis levée, sans bruit. Ma robe a frôlé la chaise. J'ai posé la tasse sur la soucoupe. Dans un coin de la véranda, la bouilloire a cliqué, trop fort, comme si elle protestait à ma place. Je me suis approchée d'un mur maintenant nu. La trace plus claire autour des clous dessinait encore l'ombre des cadres. Ces silhouettes pâles étaient presque plus douloureuses que les portraits eux-mêmes. L'absence a ce pouvoir-là. Elle impose sa forme. Élise a cru que j'allais m'opposer. Je l'ai vue se préparer dans un mouvement imperceptible de son menton. Elle attendait mon nom, mon « comment osez-vous ». Elle attendait de pouvoir dire ensuite le soir à Adrien que sa mère s'accrochait au passé, que sa mère faisait un drame. Je lui ai offert autre chose. Je me suis contentée de passer doucement la main sur le mur là où le cadre avait vécu. Puis je me suis tournée vers elle avec un calme très simple. Faites attention aux fixations. La pierre est ancienne. Elle a cligné des yeux. Ce n'était pas la phrase qu'elle avait prévue. Pardon? La pierre. Si vous percez au mauvais endroit, ça fissure. Et après,
Tout le monde dit que c'est la maison qui tombe en ruine. Je l'ai regardée bien en face, une seconde de plus que ce qu'il faut. Assez pour qu'elle comprenne que je parlais de plus que du mur. Elle a ri, un petit rire léger, presque enfantin. « Oh, Solange, vous êtes toujours si prudente. Ne vous inquiétez pas, on gère. On gère, comme on gère un dossier, comme on gère une vieille femme. » Je suis retournée à ma table. J'ai repris ma tasse. Mes mains ne tremblaient pas. Mais mon cœur, lui, s'était mis à battre d'une manière différente, plus bas, plus lentement, comme un moteur qu'on allume au fond d'une cale. À travers la baie vitrée, la mer d'Antibes brillait. Elle semblait paisible. Elle l'est toujours, jusqu'au moment où elle décide de monter. Et ce matin-là, dans ma propre maison, j'ai compris que la marée avait déjà franchi le premier seuil. Élise n'était pas venue vivre ici. Elle était venue effacer. Alors j'ai bu une autre gorgée de thé, sans quitter la pièce des yeux. Je n'allais pas crier, je n'allais pas supplier, je n'allais pas fuir. J'allais regarder, retenir et préparer. Le moment où l'eau se retourne contre ceux qui la croient docile. Le lendemain, la villa avait un autre visage. Pas une blessure visible, plutôt une gêne, comme lorsqu'on entre dans une pièce où quelqu'un a déplacé les meubles exprès pour vous faire trébucher. Les tableaux abstraits étaient accrochés. Trop haut, trop droit, trop neuf. Ils reflétaient la lumière avec une insolence de plastique. Là où il y avait des regards, il n'y avait plus que des couleurs qui ne racontaient rien. Adrien est arrivé en fin d'après-midi. Je l'ai entendu avant de le voir. La clé, le froissement de sa veste, ce soupir d'homme fatigué qui croit encore que la fatigue explique tout. Élise l'a accueilli comme on accueille un propriétaire, avec un baiser bien placé, une phrase douce, une main posée sur son avant-bras. « Tu vois, j'ai aéré, c'était nécessaire, et j'ai fait un peu de place, ça change tout, non ?» Adrien a regardé le mur vide du couloir. Son regard s'est arrêté une seconde sur l'ombre plus claire, cette cicatrice de chaud. Il n'a rien dit. Il a fait ce que font les fils quand ils sentent un conflit entre deux femmes. Il a cherché la sortie la plus courte. Oui, c'est différent. Différent. Un mot pratique. Un mot qui évite de choisir. J'étais dans le salon, assise à mon fauteuil, mon tricot posé sur les genoux comme un alibi. Je n'ai pas fait de remarques. J'ai seulement levé les yeux au bon moment, celui où Adrien me verrait et se souviendrait qu'il avait une mère. « Bonsoir, mon chéri. » Il m'a embrassé sur le front, vite comme on touche une relique qu'on respecte sans savoir quoi en faire. Élise, derrière lui, souriait encore, mais ses yeux me mesuraient. Elle cherchait déjà la faille. Après le dîner, elle a lancé son premier petit théâtre. Ce n'était pas une scène, pas encore, c'était plus fin, plus toxique. « Adrien, tu as vu le collier? Celui de ta grand-mère. Le diamant, tu sais, celui qui va si bien à... Enfin, qui allait si bien à ton père quand il disait qu'il était pour toi, pour ta future famille. » Elle a prononcé « future famille » en me regardant, comme si je n'en faisais pas partie. Adrien a froncé les sourcils. « Il est dans le coffre, non ?» Élise a fait un geste de la main, léger, comme une femme qui s'excuse d'insister. « Justement, je l'ai cherché, pour le porter à la soirée de demain chez les Derval. Je voulais faire honneur. Et je ne le trouve pas. » Le matin de l'atelier, j'ai choisi une robe claire et un chapeau de paille. Pas pour faire jolie, pour paraître inoffensive. À mon âge, on vous croit fragile dès que vous souriez trop doucement. J'ai appris à utiliser ce malentendu comme une arme. Dans le jardin, les citronniers tenaient encore l'odeur de la nuit. La mer, au loin, faisait ce bruit continu, presque maternel, qui donne l'illusion que tout s'apaise. J'ai installé mon chevalet près du vieux bassin. Autour, 3 dames du quartier sont venues peindre, comme chaque semaine. Elles croyaient assister à une distraction de vieilles femmes. Elles ne savaient pas que je m'offrais une scène. Et un prétexte. Mon matériel était rangé dans une mallette en cuir. À l'intérieur, parmi les tubes de couleurs et les pinceaux, il y avait un petit boîtier noir, plus cher que mon premier bijou. Un enregistreur d'une précision indécente, capable de saisir un murmure à travers une porte. Je l'avais acheté sous un autre nom à Nice, dans une boutique où l'on ne pose pas de questions si l'on paie comptant. J'ai choisi une toile déjà tendue. J'ai soulevé le cadre. Là, dans l'épaisseur du bois, j'avais préparé une cavité discrète, une sorte de nid. Le boîtier s'y glissait parfaitement. J'ai refermé, vissé, sans trembler. Mes mains étaient stables, parce que ce n'était pas de la colère,
c'était de la méthode. Élise est apparue sur la terrasse un peu plus tard, lunettes de soleil, téléphone à la main. Elle n'a même pas fait semblant de s'intéresser à nos peintures. Elle a traversé le jardin en parlant déjà, comme si quelqu'un l'attendait de l'autre côté du monde. Oui, oui, mais il faut que ça se fasse vite. Adrien commence à poser des questions. Et la vieille, elle fait la maline. La vieille, j'étais à 5 mètres et je n'existais pas autrement que comme une chose. J'ai baissé la tête sur ma toile. J'ai trempé mon pinceau dans un verre trop tendre. J'ai joué le rôle de la femme absorbée par ses feuilles et ses ombres. Elle s'est assise près du muret, dos à moi, suffisamment loin pour croire qu'on ne l'entend pas, et suffisamment près pour que mon cadre, lui, boive chaque syllabe. Un homme a répondu dans l'écouteur. Je ne l'entendais pas encore, mais je reconnaissais Élise à la façon dont elle appuyait sur les mots, comme si elle signait un contrat avec sa salive. « Écoute, Romain, tu m'as promis que ton projet à l'étranger était béton, parce que moi, je ne vais pas me battre pour des murs, si c'est pour ridicule. » Romain, le prénom est venu comme une évidence. Celui d'un homme qui a appris à sourire en montrant des plans. Un homme de l'immobilier, oui, de ceux qui vendent des rêves avec des clés. Élise a ri, un petit rire sec. Bien sûr qu'on va la mettre en résidence, on fera ça proprement. Un dossier, un médecin, des inquiétudes. Adrien n'a pas la colonne, il cédera pour son confort. Et une fois qu'elle n'est plus là, on vend la villa. Antibes, ça part en 2 semaines, tu sais bien. J'ai senti une chaleur froide me traverser. Pas dans le ventre, dans le dos, comme si l'on me tirait le tapis sous les pieds. Elle a ajouté plus bas comme une confidence intime. Bernard ne doit rien savoir, le notaire est vieux, il est fidèle à la famille, mais s'il y a un pré-contrat, un truc bien ficelé, Adrien signera, et après, on réinvestit, on file. Je veux disparaître avec quelque chose de grand, pas avec des miettes. Les mots dossier, médecin, inquiétude, ils étaient choisis. Ils avaient ce parfum administratif qui tue les gens sans les toucher. C'est comme ça qu'on efface une mère aujourd'hui, pas avec un cri, avec un papier. Je continuais à peindre, une branche, une ombre, un ciel trop bleu. Mes amies bavardaient, elles parlaient de confiture, de petits-enfants, de rhumatisme. La vie ordinaire jouait sa musique, pendant que, dans mon cadre de toile, la vérité s'enregistrait, nette, impitoyable. Quand Élise s'est levée, elle m'a lancé de loin une phrase douce, presque aimable. « C'est joli ce que vous faites, Solange, ça vous détend. » Je l'ai regardée avec un sourire tranquille. « Oui, Élise, ça m'éclaire. » Elle n'a pas compris. Pas encore. Mais moi, je venais d'obtenir ce que je cherchais depuis le collier, la preuve que ce n'était pas un malentendu familial. C'était une chasse, et j'étais la proie, devenue témoin. Le silence a changé de texture, il est devenu épais. Adrien s'est tourné vers moi. Une seconde, il a hésité, puis il a choisi la phrase la plus dangereuse. Parce qu'elle avait l'air douce. « Maman, tu l'as peut-être déplacée ? Tu sais, parfois, tu ranges. Et tu oublies. » Voilà. Le premier coup n'était pas une accusation, c'était une inquiétude. Une inquiétude qui vous place, d'un seul mouvement, du côté des gens à surveiller. Je me suis penchée vers la table basse, j'ai pris mes lunettes, j'ai essuyé lentement un verre qui n'était pas sale. Les gestes calmes ont un pouvoir, ils obligent les autres à se découvrir. Le collier est dans le coffre, comme toujours. Élise a poussé un petit rire. « Ah, vous dites ça, mais vous savez, l'autre jour, vous ne retrouviez plus vos clés. Et puis, la semaine dernière, vous aviez mis le courrier au frigo. » Mensonge, pur, mais dit avec tant de naturel qu'il cherche à devenir un souvenir. Adrien a baissé les yeux. C'était là le vrai danger. Pas son doute, sa honte. Il ne voulait pas imaginer sa mère fragile, et pourtant, il venait d'accepter l'image qu'on lui donnait. Je me suis levée. Je suis allée vers le bureau, sans hâte. J'ai ouvert le tiroir du bas. J'en ai sorti la petite clé plate du coffre, celle qui ne quitte jamais ma boîte à couture. Je l'ai posée sur la table, entre eux. On va vérifier, tout de suite. Élise a eu un micro-sursaut. Un rien, comme une vague qui recule avant de revenir plus forte. « Oh, Solange, c'est pas nécessaire. Ce n'est qu'un bijou. Je ne veux pas vous... » Perturber. Encore un mot utile. Encore un mot qui me décrivait comme un problème. Adrien a pris la clé. Il l'a tournée entre ses doigts, hésitant. Et moi, je les regardais tous les deux. Et je comprenais, enfin, avec une clarté sans émotion, ce que Élise était en train de bâtir.
Pas seulement un vol, une version de moi, une Solange trouée, vacillante, qu'on pourrait demain pousser gentiment vers une maison de retraite en disant qu'on veut son bien. Je n'ai pas élevé la voix, mais à l'intérieur, quelque chose s'est verrouillé, comme un coffre. Le matin de l'atelier, j'ai choisi une robe claire et un chapeau de paille, pas pour faire jolie, pour paraître inoffensive. À mon âge, on vous croit fragile dès que vous souriez trop doucement. J'ai appris à utiliser ce malentendu comme une arme. Dans le jardin, les citronniers tenaient encore l'odeur de la nuit. La mer au loin faisait ce bruit continu, presque maternel, qui donne l'illusion que tout s'apaise. J'ai installé mon chevalet près du vieux bassin. Autour, 3 dames du quartier sont venues peindre comme chaque semaine. Elles croyaient assister à une distraction de vieilles femmes. Elles ne savaient pas que je m'offrais une scène et un prétexte. Mon matériel était rangé dans une mallette en cuir. À l'intérieur, parmi les tubes de couleurs et les pinceaux, il y avait un petit boîtier noir, plus cher que mon premier bijou. Un enregistreur d'une précision indécente, capable de saisir un murmure à travers une porte. Je l'avais acheté sous un autre nom à Nice dans une boutique où l'on ne pose pas de questions si l'on paie comptant. J'ai choisi une toile déjà tendue. J'ai soulevé le cadre. Là, dans l'épaisseur du bois, j'avais préparé une cavité discrète, une sorte de nid. Le boîtier s'y glissait parfaitement. J'ai refermé, vissé, sans trembler. Mes mains étaient stables, parce que c'était pas de la colère, c'était de la méthode. Élise est apparue sur la terrasse un peu plus tard. Lunettes de soleil, téléphone à la main. Elle n'a même pas fait semblant de s'intéresser à nos peintures. Elle a traversé le jardin en parlant déjà, comme si quelqu'un l'attendait de l'autre côté du monde. Oui, oui, mais il faut que ça se fasse vite. Adrien commence à poser des questions. Et la vieille, elle fait la maline. La vieille. J'étais à 5 mètres, et je n'existais pas autrement que comme une chose. J'ai baissé la tête sur ma toile. J'ai trempé mon pinceau dans un verre trop tendre. J'ai joué le rôle de la femme absorbée par ses feuilles et ses ombres. Elle s'est assise près du mur, dos à moi, suffisamment loin pour croire qu'on ne l'entend pas, et suffisamment près pour que mon cadre, lui, boive chaque syllabe. Un homme a répondu dans l'écouteur. Je ne l'entendais pas encore, mais je reconnaissais Élise à la façon dont elle appuyait sur les mots, comme si elle signait un contrat avec sa salive. « Écoute, Romain, tu m'as promis que ton projet à l'étranger était béton, parce que moi, je ne vais pas me battre pour des murs si c'est pour finir ridicule. » Romain, le prénom est venu comme une évidence, celui d'un homme qui a appris à sourire en montrant des plans. Un homme de l'immobilier, oui, de ceux qui vendent des rêves avec des clés. Élise a ri, un petit rire sec. Bien sûr qu'on va la mettre en résidence, on fera proprement, un dossier, un médecin, des inquiétudes. Adrien n'a pas la colonne. Il cédera pour son confort. Et une fois qu'elle n'est plus là, on vend la villa. Antibes, ça part en 2 semaines, tu sais bien. J'ai senti une chaleur froide me traverser. Pas dans le ventre, dans le dos. Comme si l'on me tirait le tapis sous les pieds. Elle a ajouté plus bas comme une confidence intime. Bernard ne doit rien savoir. Le notaire est vieux, il est fidèle à la famille. Mais s'il y a un pré-contrat, un truc bien ficelé, Adrien signera. Et après, on réinvestit, on file. Je veux disparaître avec quelque chose de grand, pas avec des miettes. Les mots dossier, médecin, inquiétude, ils étaient choisis. Ils avaient ce parfum administratif qui tue les gens sans les toucher. C'est comme ça qu'on efface une mère aujourd'hui. Pas avec un cri, avec un papier. Je continuais à peindre. Une branche, une ombre, un ciel trop bleu. Mes amies bavardaient. Elles parlaient de confiture, de petits-enfants, de rhumatisme. La vie ordinaire jouait sa musique. Pendant que dans mon cadre de toile, la vérité s'enregistrait nette, impitoyable. Quand Élise s'est levée, elle m'a lancé de loin une phrase douce, presque aimable. « C'est joli ce que vous faites, Solange, ça vous détend. » Je l'ai regardée avec un sourire tranquille. « Oui, Élise, ça m'éclaire. » Elle n'a pas compris. Pas encore. Mais moi, je venais d'obtenir ce que je cherchais depuis le collier. La preuve que ce n'était pas un malentendu familial. La veille du départ, j'ai fait ce que font les femmes qu'on croit finies. J'ai souri, j'ai approuvé, j'ai laissé Élise se croire maître du jeu. Dans la cuisine, j'ai même accepté qu'elle choisisse le vin, comme si je lui offrais une petite victoire de plus. Elle ne s'est pas méfiée. Les prédateurs aiment les proies dociles.
Le matin, Antibes était lavé par une lumière claire. Le port sentait le sel, le gasoil, et cette promesse de vacances qui rend les gens moins vigilants. Mon yacht, l'héritage, attendait au quai comme un animal poli, blanc, silencieux, prêt à mordre sans qu'on entende ses dents. Élise est montée la première, talons trop hauts pour le pont, lunettes trop grandes pour son visage. Elle tenait son téléphone comme un sceptre. Adrien la suivait, distrait, déjà happé par des appels, des chiffres, des phrases d'affaires qui lui donnaient l'impression d'être un homme solide. Il ne voyait pas dans mon calme l'orage que je préparais. Bernard est arrivé ensuite. Bernard, mon ami de 30 ans, mon notaire, le gardien des papiers et des vérités qu'on ne dit pas à table. Il m'a embrassé la joue avec cette délicatesse des hommes qui ont vu trop de familles se déchirer dans leur bureau. « Solange, Solange, tu as l'air en forme. » Je lui ai répondu doucement. « Je suis en forme, Bernard, je suis lucide. » Il a légèrement froncé les sourcils quand il entendait le sous-texte. Puis il a vu Élise et son visage a repris sa neutralité professionnelle. La politesse, chez Bernard, est une porte blindée. Nous avons quitté le port. La coque a fendu l'eau et la ville s'est éloignée. Antibes devenait un décor. La mer, elle, prenait la place réelle, immense, presque trop belle. La baie brillait et je pensais à cette phrase ancienne. On ne se dispute pas au milieu de l'eau, parce que l'eau vous écoute. Sur le pont, Élise parlait déjà de rénovation, d'optimisation, de mise en valeur. Elle disait ces mots comme on caresse un coffre-fort. Cette villa, il faut la moderniser. Ce serait un crime de la laisser ainsi. Adrien, tu sais bien qu'on pourrait rationaliser. Adrien hochait la tête, sans s'engager, pris entre l'habitude d'obéir à sa femme et la peur de me blesser. Il était exactement où Élise le voulait, dans un entre-deux lâche. J'ai servi le déjeuner sans insister. Un plateau simple, du poisson, du citron, du pain croustillant. Bernard mangeait peu. Il observait. Il avait ce regard de notaire qui s'habitue à lire les silences. Puis, au moment précis où le bateau atteignait une zone plus calme, j'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Je n'ai pas regardé. Je savais déjà. Le message était parti depuis une carte prépayée, déclenchée à l'heure prévue, avec les mots qui font courir Adrien. Urgent, contrat bloqué, besoin de toi immédiatement. Adrien a pâli. Il a relu, il s'est levé trop vite. Je dois y aller. Ça peut nous coûter cher. 2 heures, maman, je reviens. Je te le promets. Élise a levé les yeux au ciel comme une femme contrariée par le monde, mais pas inquiète. Va, je reste avec Solange. On profitera du calme. Le calme. Elle a dit ça comme si j'étais un fauteuil. Adrien a sauté dans le canot rapide. Le moteur a hurlé, puis s'est éloigné. La traînée blanche sur la mer ressemblait à une déchirure. Et soudain, il n'y avait plus que nous trois. Le bateau avançait doucement comme s'il comprenait la gravité du moment. Bernard s'est approché de moi. Il a parlé bas. « Solange, qu'est-ce que tu as organisé ?» Je me suis assise face à Élise et j'ai posé ma main sur la table sans trembler. Bernard ouvre le dossier. Pas celui des souvenirs, celui des preuves. Élise a souri encore avec cette arrogance légère qui précède toujours les chutes. Elle ne savait pas qu'au milieu de l'eau, les mensonges n'ont nulle part où s'accrocher. C'était une chasse. Et j'étais la proie, devenue témoin. Le dossier était dans une chemise noire, épaisse, sans marque. Bernard l'a posé sur la table du salon intérieur, à l'abri du vent. La mer, derrière les hublots, faisait passer des éclats de lumière sur les murs, comme des lames lentes. Élise a pris place en face de moi. Elle avait choisi une attitude de reine en villégiature, jambes croisées, sourire tranquille, menton légèrement levé. Elle croyait que cette sortie en mer était une mise en scène de plus, un caprice de vieille femme pour se sentir encore importante. Bernard a ouvert la chemise. Il n'a pas parlé tout de suite. Il lisait, vérifiait, comme il le faisait toujours. Cette rigueur qui ressemble à de la froideur, mais qui est, en réalité, une forme de respect. Le respect du réel. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai tourné la tête vers Élise. « Tu sais ce qui est étrange, Élise, ce n'est pas ta manière de bouger les meubles. Ce n'est pas ton mépris pour nos portraits. Ce sont tes mots. Tu parles comme une femme qui a déjà gagné. » Elle a eu un petit rire. « Solange, vous dramatisez. On est sur un bateau. Le soleil brille. Je vous croyais plus. Sereine. Sereine. Encore un mot qui me mettait au musée. J'ai sorti de mon sac une petite boîte, celle qui ressemble à un étui à lunettes.
J'ai posé l'objet au centre de la table. Un enregistreur, simple, noir, presque banal. Bernard a relevé les yeux. Élise, elle, a froncé les sourcils, comme si je venais de déposer un insecte. « Qu'est-ce que c'est » Je n'ai pas répondu. J'ai appuyé sur un bouton. Au début, il n'y a eu qu'un souffle, puis la voix d'Élise, nette, proche, comme si elle était assise à côté de nous, mais sans maquillage. On fera ça proprement. Un dossier, un médecin, des inquiétudes, et après, on vend la villa. Le visage d'Élise s'est figé. La peau a gardé son sourire une seconde de trop, comme une photographie qui refuse de se déchirer. Ses doigts ont cherché son téléphone, réflexe de survie. Bernard a posé sa main sur la chemise noire, sans geste violent, mais avec une autorité de greffe. « Madame, je vous conseille d'écouter jusqu'au bout. » Le son continuait, les mots coulaient, précis, implacables. Adrien signera, Bernard ne doit rien savoir. Je n'ai pas eu besoin de la regarder. Je la sentais se rétracter intérieurement comme un animal pris dans un piège qui n'a pas fait de bruit. Elle a tenté une première défense, celle des gens qui croient que la vitesse fait vérité. C'est un montage, une manipulation. Vous êtes folle, Solange. Vous avez fait ça pour me détruire. Le mot est sorti folle, comme un couteau qu'on agite en espérant qu'il coupe encore. Je me suis penchée légèrement. Élise, en France, on ne règle pas ce genre de choses avec des cris. On règle avec des preuves. Bernard a pris la parole, calme, presque triste. L'enregistrement a une valeur et il s'ajoute à d'autres éléments. Des messages, des incohérences, des tentatives de déplacement d'actifs. Je peux, si vous insistez, déposer une attestation de constatation et accompagner une procédure. Élise a blêmi. Elle a voulu rire, mais le rire est resté coincé. Ses yeux ont filé vers le hublot, comme si la mer pouvait offrir une sortie. « Vous n'avez pas le droit ? Vous n'avez pas le droit de me piéger comme ça. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. Ce que tu appelles un piège, Élise, c'est une porte que tu as ouverte toi-même. J'ai simplement attendu que tu franchisses le seuil. » Bernard a refermé le dossier doucement. Le bruit du carton contre la table a sonné comme un jugement. À cet instant, Élise a compris quelque chose de très simple. Ici, au milieu de la baie d'Antibes, il n'y avait pas de voisins, pas de théâtre social, pas de couloir où se refaire un visage. Il n'y avait que le ciel, l'eau, et la vérité qui flottait entre nous comme une tache d'encre. Et la mer, indifférente, continuait de briller. Bernard n'a pas bougé tout de suite. Il s'est contenté de poser ses lunettes sur la table, comme on pose une arme qu'on n'a pas envie d'utiliser, mais qu'on sait manier. Puis il a repris le dossier, l'a ouvert à une page déjà marquée d'un signet discret. Tout était préparé, à l'ancienne, avec cette patience des gens qui connaissent le droit et les faiblesses humaines. Élise respirait plus vite. Elle tentait de reprendre le contrôle par les détails. « Je veux parler à Adrien. Vous n'avez pas le droit de décider sans lui. C'est sa vie. C'est son mariage. » Bernard a levé une main, doucement. « Madame, je vais vous répondre avec précision puisqu'il n'y a ici ni cri ni spectacle. Je ne suis pas juge, je ne suis pas policier. Je suis notaire. Mon rôle est d'éclairer, de conserver, d'authentifier et de protéger les intérêts légitimes de la famille quand ils sont menacés. » Il a tourné une page. Ses doigts un peu noueux étaient étonnamment sûrs. « Il existe dans votre contrat de mariage et vos clauses annexes une stipulation qu'on appelle communément clause morale. Elle prévoit des conséquences patrimoniales en cas de manœuvre frauduleuse, de tentative d'atteinte au patrimoine familial ou d'infidélité accompagnée d'un projet d'appauvrissement. » Élise a eu un rictus. « C'est ridicule. Une clause morale, c'est archaïque. » Bernard n'a pas réagi à l'insulte, il a simplement continué. « Archaïque ou non, elle est signée. Par vous. Devant un notaire. Et elle s'articule avec d'autres éléments. Vous avez depuis des semaines, tenté d'obtenir des informations bancaires auxquelles vous n'aviez pas accès. Il existe des traces écrites, des mails, des demandes, et je précise, l'établissement bancaire a noté dans son dossier qu'aucune information ne devait être communiquée sans mandat. » Je l'écoutais comme on écoute une lame s'aiguiser. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'hygiène. Bernard a pris une seconde chemise plus fine avec un cachet. J'ai également ici un projet de requête en mesure conservatoire, prêt à être déposé dès notre retour, si nécessaire. Et si vous persistez à contester, nous irons plus loin.
Plainte, constitution de partie civile, expertise des échanges et tout ce qui s'ensuit. Élise a serré les mâchoires. Vous bluffez, vous essayez de me faire peur. Je me suis penchée légèrement vers elle, pas pour l'intimider, pour qu'elle entende ma voix sans l'échappatoire de la distance. Ce n'est pas la peur que je cherche, Élise, c'est la fin de ton influence sur Adrien. Tu as voulu m'effacer. Je te rends juste à ta place. Un silence a glissé sur nous. Dehors, le bateau tanguait à peine. La mer était calme, comme si elle refusait de participer au drame. Bernard a ajouté, plus bas, avec une gravité qui changeait tout. Et je vous conseille de mesurer une autre chose. Dans l'enregistrement, vous parlez d'un dossier, d'un médecin, d'inquiétude. Pour placer Madame Solange. Si vous aviez commencé à fabriquer cela, si vous aviez tenté d'obtenir un certificat de complaisance, vous vous exposiez à des qualifications pénales. Escroquerie, abus de faiblesse, si vous aviez profité de sa situation, faux et usage de faux, si des documents avaient été altérés. Ce n'est pas une dispute conjugale, c'est une attaque. Pour la première fois, Élise a baissé les yeux, non par honte, par calcul. Elle était en train de compter ses pertes, de chercher la meilleure sortie. Je l'ai regardée et j'ai compris que le moment venait. Je n'avais plus besoin de prouver. C'était fait. Maintenant, il fallait choisir la forme de la chute. Et Bernard, en refermant doucement le dossier, a prononcé la phrase qui, dans sa bouche, sonnait comme une porte qui se ferme. À ce stade, madame, tout est prêt et tout est écrit. Quand Bernard a dit tout est écrit, Élise a relevé la tête comme si l'air venait de changer de densité. Elle regardait alternativement le dossier, la mer, puis moi, cherchant le point faible, la fissure où glissait une phrase, une larme, un chantage. Elle n'a trouvé que mon calme. Je me suis levée. J'ai marché vers la baie vitrée du salon, lentement, en laissant mes pas s'accorder au roulis du bateau. Dehors, l'eau avait cette couleur irréelle, un bleu presque arrogant. À quelques encablures, on devinait la ligne d'un grand paquebot touristique, une silhouette blanche sur l'horizon. La vie continuait, indifférente, comme si aucune trahison n'avait jamais existé. Je me suis retournée. « Élise, tu as 2 options. » Elle a voulu rire encore, par réflexe, mais sa voix est sortie plus aiguë. « Vous vous prenez pour qui ? Vous n'êtes pas. » Je l'ai coupée, sans élever le ton. Je suis la mère d'Adrien, et je suis la femme qui a vu trop de gens se faire dépouiller parce qu'ils confondaient la bonté avec l'aveuglement. Bernard s'est tenu à côté de la table, immobile, témoin de pierre. Je me suis approchée d'un placard bas. J'ai ouvert. À l'intérieur, soigneusement rangé, il y avait un sac étanche, une pochette de documents, un gilet de sauvetage, et surtout, une petite clé métallique attachée à un ruban. Élise a suivi mes gestes. Ses yeux se sont rétrécis. Qu'est-ce que c'est ? Je lui ai montré la clé, sans la brandir. Un canot, moderne, sécurisé, plein de carburant, il t'attend. Bernard a tourné légèrement la tête comme pour vérifier que je n'allais pas franchir une frontière invisible. Je savais où étaient les limites. Je les respectais. Il n'y aurait ni menace physique, ni violence, seulement une proposition et le poids des conséquences. Option 1, Élise. Nous rentrons au port. Bernard dépose les pièces. Adrien apprend tout par le droit, par la police si nécessaire, par les juges ensuite. Ton nom devient un dossier, ton visage, une photo, dans un couloir. Tu perds tout et tu t'expliques. Elle a dégluti. Son maquillage semblait soudain trop net, comme une façade. Je l'ai laissé respirer une seconde, puis j'ai poursuivi. Option 2. Tu signes. Une rupture propre, volontaire, une convention, une confidentialité, un départ immédiat. Je te donne de quoi vivre ailleurs, loin, assez pour recommencer, sans revenir rôde. Élise a éclaté enfin, en colère vraie. Vous voulez m'acheter ? Comme une domestique qu'on renvoie ? Je l'ai regardée avec une douceur froide. Non, je veux t'empêcher de me coûter encore plus cher, en argent, en temps, en santé. Bernard a pris la parole, calme, mesuré. Madame, ce n'est pas une menace, c'est une voie amiable. Si vous choisissez la seconde option, tout se fait par écrit, devant moi, avec des garanties. Personne ne pourra prétendre que vous avez été contrainte. Élise s'est levée à son tour. Elle a fait quelques pas, nerveuse, comme un animal qui teste l'espace. Elle a regardé la mer, puis le paquebot au loin. Elle a compris qu'il existait une sortie, une disparition élégante, presque romanesque, qui lui éviterait les tribunaux et les humiliations. Je me suis approchée assez près pour que ma voix devienne une confidence.
Le canot te conduira à ce navire, là-bas. Tu monteras à bord comme une passagère. Tu diras que tu as eu un malaise, que tu as besoin de changer d'air. Tu deviendras une histoire floue, une femme qui s'est éloignée. Ses yeux ont brillé, non de larmes, d'intérêt. L'appât. Je savais ce qu'elle choisirait. Pas parce qu'elle était faible, parce qu'elle était fidèle à elle-même. Et j'ai compris à cet instant précis que ma victoire ne serait pas un cri. Elle serait un départ. Silencieux. Irréversible. Élise a demandé de l'eau. Un détail. Une manière de reprendre une seconde de contrôle, de faire croire qu'elle choisissait encore le tempo. Je lui ai tendu un verre sans commentaire. Bernard, lui, avait déjà sorti sa trousse de travail, cette petite mallette discrète où les notaires rangent des cachets, des formulaires, des actes comme d'autres rangent des pansements. Le salon du yacht s'est transformé en étude improvisée. La table est devenue un bureau. La mer, derrière, continuait de scintiller comme une indifférence luxueuse. « Je veux lire. »« Tout, » a dit Élise. Sa voix avait retrouvé une politesse forcée. L'arrogance, maintenant, n'était plus qu'un maquillage qui craquait. Bernard a posé devant elle 2 documents principaux. Une convention de divorce par consentement mutuel, prête à être signée, et un accord de confidentialité séparé, précis, limité dans le temps, assorti de pénalités en cas de violation. Rien de spectaculaire. Rien de romanesque, juste des phrases qui enferment. « Vous avez le droit de refuser, madame, » a dit Bernard. « Vous avez le droit de consulter un avocat. Mais si vous signez ici, vous le faites en connaissance de cause, et vous devrez l'énoncer clairement. » Élise a feuilleté. Ses doigts tremblaient à peine, mais je voyais son regard. Il sautait d'une ligne à l'autre comme un rat cherchant la sortie. Elle s'arrêtait au montant, aux clauses, aux délais. Pas aux mots mensonge, trahison, famille. Elle lisait la vie comme un contrat. « Et le chèque ?» a-t-elle demandé, sans lever les yeux. Je n'ai pas souri. J'ai simplement répondu. « Il est prêt, à ton nom, suffisant pour vivre, mais pas assez pour revenir acheter une autre prise sur Adrien. » Elle a serré la mâchoire. Puis elle a soufflé, comme si elle s'avouait une réalité. « Je veux une garantie que vous ne me ferez pas arrêter après. » Bernard a répondu avant moi. La justice n'est pas un interrupteur. Mais si vous signez, si vous quittez le domicile, si vous vous tenez à l'écart, et si aucun autre élément aggravant n'apparaît, il est peu probable que la famille ait intérêt à déclencher une procédure pénale longue et destructrice. Cette solution est rationnelle. Rationnelle. Voilà le mot qui lui parlait. Je me suis assise en face d'elle, j'ai posé mon téléphone sur la table, écran noir. Maintenant, Élise, pour que tout soit propre, tu vas faire une chose, avec ton propre téléphone. Elle a levé les yeux, méfiante. Quoi? Tu vas te filmer. Une vidéo simple, sans mise en scène. Tu diras que tu choisis de partir volontairement, que tu reconnais des fautes personnelles, que personne ne te force. Tu le diras calmement et tu l'enverras à Bernard. Elle a blanchi. C'est humiliant. J'ai incliné la tête. Humiliant, c'est ce que tu voulais pour moi. Tu voulais que je devienne une femme qu'on surveille, qu'on excuse, qu'on place. Tu voulais que mon propre fils me regarde avec pitié. Une vidéo, ce n'est rien. C'est une preuve de liberté. Pour toi, comme pour moi. Bernard a ajouté, très ferme, pour la première fois. Madame, c'est aussi une protection pour vous. Une trace écrite, visuelle, datée. Personne ne pourra prétendre que vous avez été contrainte. Le silence s'est étiré. On entendait seulement le petit ronronnement du bateau, comme un cœur artificiel. Élise a pris son téléphone. Elle a activé la caméra. Elle s'est cadrée, a retouché une mèche, réflexe absurde. Puis elle a parlé d'une voix un peu cassée mais contrôlée. Je, Élise Martin, déclare quitter volontairement mon mariage avec Adrien pour des raisons personnelles. Personne ne me contraint. Je prends cette décision librement. Elle a avalé sa salive, puis a terminé. Je souhaite repartir et reconstruire ma vie ailleurs. Elle a envoyé la vidéo. Bernard a reçu. Il a hoché la tête, sobrement, comme un greffier qui enregistre un acte. Alors Élise a signé. Chaque signature était un pas vers le canot. Chaque page tournée faisait reculer son pouvoir. Quand elle a posé le stylo, son regard a glissé vers moi, chargé d'une haine impuissante. Je n'ai pas répondu par la haine. Je lui ai simplement tendu le gilet de sauvetage. Il est temps. Le canot a quitté le yacht sans éclat, comme une décision qu'on ne commente plus.
Élise portait des lunettes malgré l'heure, comme si deux verres teintés pouvaient la protéger de la réalité. Elle n'a pas regardé en arrière. Elle tenait la pochette étanche contre elle, son passeport, le chèque, quelques papiers, une femme qui part, en gardant le strict nécessaire pour ne pas s'effondrer. La mer l'a avalée doucement. Puis il n'est resté qu'un sillage fin, vite dissous, comme si elle n'avait jamais existé ici. Bernard a rangé ses documents. Il a replacé ses lunettes, remis de l'ordre dans sa mallette avec une minutie presque tendre. Il avait ce visage des hommes qui ont vu des héritages se défaire, mais qui continuent de croire au droit comme on croit à une digue. Je suis resté debout sur le pont, mes mains posées sur la rambarde. Le vent sentait le sel et le métal. Je n'avais pas de triomphe à offrir au monde. J'avais seulement cette fatigue particulière, celle qui vient quand on a tenu une guerre sans crier. « Tu as fait ce qu'il fallait », a murmuré Bernard. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au loin, Antibes se dessinait comme une carte postale, tout semblait normal. Et pourtant, dans ce normal-là, il y avait des vies brisées, des mensonges, des calculs. Puis j'ai entendu le bruit du moteur, le canot rapide, un son familier, impatient. Adrien est revenu en fin d'après-midi, comme promis. Le soleil commençait à descendre, et la mer prenait des reflets d'huile. Je l'ai vu sauter à bord, essoufflé, encore prisonnier de son urgence factice. « Maman, excuse-moi, c'était compliqué. Élise, elle est où ?» Sa voix a dérapé sur la dernière question, comme s'il avait senti, avant même de savoir, un vide étrange dans l'air. Je me suis assise. Bernard aussi. Nous étions là, face à lui, comme deux témoins. Adrien a compris, à notre silence, que rien n'était anodin. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. J'ai posé sur la table la petite boîte noire, l'enregistreur, puis la chemise noire, le dossier, enfin les copies des documents signés parfaitement rangés. Adrien a fixé les papiers, incrédule. « C'est quoi ça ?» Bernard a parlé en premier avec cette neutralité d'homme de loi. « Adrien, ce qui est là, te concerne. Mais ce n'est pas une opinion. Ce sont des faits. » Adrien a pris l'enregistreur. Ses doigts étaient maladroits. Il a appuyé. La voix d'Élise a rempli le salon, claire, brutale, sans tendresse. On la met en résidence. Adrien signera. On vend la villa. Bernard ne doit rien savoir. Adrien a eu un mouvement de recul, comme si quelqu'un venait de lui gifler l'intérieur du crâne. Il a stoppé le son, l'a relancé, comme on relit une phrase parce qu'on refuse qu'elle soit vraie. Puis, il a levé les yeux vers moi. Dans ses yeux, il y avait un enfant. Un enfant qui cherche encore sa mère pour lui dire que ce n'est qu'un mauvais rêve. Elle a dit ça? Je me suis contentée de hocher la tête. Il a repris l'écoute. 1 minute de plus. Puis il a lâché l'appareil sur la table comme si le plastique brûlait. Son visage s'est défait, pas seulement de colère, de honte. Il comprenait qu'il avait presque collaboré, par faiblesse, par confort, par peur de choisir. Il comprenait qu'il m'avait regardé, parfois comme Élise voulait qu'il me regarde. Il a pris les documents, il a lu la convention, la confidentialité. Sa respiration s'est cassée. « Elle est partie ?» Bernard a répondu calmement. « Elle a choisi de partir. Elle a signé. Elle a enregistré une déclaration de volonté. Tout est sécurisé. » Adrien a porté ses mains à son visage et j'ai entendu un bruit que je n'oublierai jamais. Pas un sanglot spectaculaire, un effondrement silencieux, celui d'un homme qui découvre que l'amour peut être un piège. Je me suis approchée. J'ai posé ma main sur son épaule. Une pression légère mais réelle. « Regarde-moi, Adrien. Tu n'es pas coupable d'avoir aimé, mais tu es responsable de ce que tu feras maintenant. » Il a levé les yeux, mouillés, perdus, et, pour la première fois depuis longtemps, il a semblé voir, non pas une mère à protéger, mais une mère qui venait de le sauver. Le retour vers le port s'est fait sans musique. Même le moteur semblait tourner plus bas, comme s'il respectait notre silence. La mer, elle, avait changé de couleur. Le bleu éclatant du début s'était assombri, devenant un ton plus profond, presque noir par endroits, là où le soleil se retirait. On aurait dit une encre lente qui s'étalait sur le monde. Adrien est resté longtemps sur le pont, seul, les mains agrippées à la rambarde. Je le regardais sans le surveiller. Il avait besoin de traverser sa honte comme on traverse une nuit. Bernard, discret, s'était retiré à l'intérieur, laissant aux vivants ce qui ne se signe pas. Quand le ciel a commencé à rougir, Adrien est revenu vers moi. Il ne s'est pas assis. Il est resté debout, comme un enfant puni qui n'ose plus toucher le sol.
Maman, j'ai failli. Il n'a pas fini sa phrase. Les mots, parfois, ne supportent pas d'être prononcés. Je lui ai pris la main, pas pour l'excuser, pour l'ancrer. Tu as failli. Oui, mais tu es là. Et tu as entendu. C'est déjà une forme de vérité. Au salon, sur la table, il restait un verre de vin qu'Élise avait choisi au déjeuner. Un rouge puissant, trop jeune, trop démonstratif, comme elle. Je l'ai regardé longtemps. Ce n'était pas du vin, au fond. C'était une trace de sa présence, une signature inutile qu'elle laissait partout. Je me suis levée, j'ai pris le verre. Je suis sortie sur le pont. L'air était plus frais. L'odeur de sel piquait la gorge comme un rappel à l'ordre. Adrien m'a suivi sans parler. Je me suis approchée du bastingage. J'ai levé le verre à hauteur de mes yeux. La robe sombre captait la dernière lumière, une lueur presque grenat comme un souvenir qui saigne encore. Puis j'ai incliné doucement le poignet. Le vin s'est versé dans la mer en un ruban silencieux. Il n'y a pas eu d'éclaboussure spectaculaire, juste une tache qui s'est diluée aussitôt, avalée, dispersée, comme si l'eau refusait de garder ce qui n'était pas à elle. Adrien a expiré, un souffle long, brisé. Je me suis tournée vers lui. Tu vois, la mer emporte ce qui n'a pas de racines. Elle peut être cruelle, oui, mais elle est aussi une purification. Il a baissé les yeux, puis a murmuré, presque honteux. Et moi, je lui ai donné la clé de la maison. Je n'ai pas nié, je n'ai pas caressé le mensonge pour qu'il devienne supportable. Tu lui as donné par amour et par fatigue. C'est comme ça qu'on se fait prendre. Les gens dangereux n'entrent jamais en forçant. Ils entrent quand on leur ouvre pour avoir la paix. Nous avons regardé l'horizon. Le paquebot, au loin, glissait vers une autre nuit. Élise était quelque part là-bas, déjà en train de se raconter une nouvelle histoire. Peut-être se voyait-elle comme une héroïne, peut-être comme une victime. Peu importe, ce qui comptait, c'était ici. J'ai posé ma main sur l'épaule d'Adrien, fermement, comme on remet quelqu'un debout. Maintenant, on rentre. La villa n'est pas seulement des murs, c'est une mémoire. Et une mémoire, ça s'entretient, comme le jardin, comme les rosiers. Si tu les laisses, les ronces reviennent. Il a hoché la tête. Enfin. Un oui qui n'était pas une promesse en l'air, un oui qui ressemblait à un retour. Au moment où nous approchions du port, les premières lumières d'Antibes se sont allumées, une à une, comme des veilles de bateau dans la nuit. Je me suis penchée vers lui et j'ai dit, très doucement, pour qu'il entende au-delà de sa douleur. On rentre à la maison, mon fils, et demain, on raccrochera les portraits. Pas pour le passé, pour que personne n'oublie qui nous sommes. Il y a des histoires qui ne parlent pas seulement de trahison, mais de lucidité tardive. Celle qui arrive quand on comprend que l'amour, à lui seul, ne protège de rien s'il n'est pas accompagné de vigilance. Cette histoire n'est pas celle d'une belle fille mauvaise ni d'un fils faible. C'est l'histoire d'un glissement, lent, silencieux. Celui qui commence quand on accepte de ne plus déranger, de ne plus poser de questions, de céder pour avoir la paix. À un certain âge, on apprend que la dignité ne crie pas. Elle observe, elle note, elle attend, et quand elle agit, elle le fait sans haine, mais sans retour possible. La vraie force n'est pas de détruire l'autre, mais de se retirer du danger sans se perdre soi-même. De choisir la clarté plutôt que le scandale, la vérité plutôt que le confort du mensonge. Cette histoire pose une question simple, mais inconfortable. À quel moment avons-nous confondu bonté et renoncement ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour ne pas faire de vagues, quitte à nous effacer? Et si protéger sa famille signifiait parfois poser une limite ferme, même quand cela brise une illusion? Peut-être vous êtes-vous reconnu dans un regard, un silence, une phrase jamais dite. Peut-être avez-vous, vous aussi, vécu un moment où il a fallu choisir entre la paix apparente et la vérité nécessaire. Si c'est le cas, sachez que votre histoire mérite d'être entendue. Nous vous invitons à nous écrire en toute confidentialité pour raconter un épisode marquant de votre vie. Une décision difficile, une trahison surmontée, une prise de conscience tardive ou salutaire. Envoyez votre témoignage à l'adresse mail épinglée dans la description. Vos mots peuvent devenir une voix, votre vécu une lumière pour d'autres. This morning about how you looked by any chance. That's exactly how I acted all morning. I hate myself today. I did, yeah. I was getting ready for the day and like I haven't been sleeping very well these last few nights. And I had like a
full scale crash out of how horrific I looked. I hated my hair, my body, my face, my everything. And I was like, I really need to book in to get my roots done. I need to tan. I hate how all my clothes look on me. Guys, this is 10 minutes long, but I want to listen to it. Do you all know what this is? Some of you may hate this. I'm going to turn it up. B&M, nice. This will get you up, Chewy. Get me up. Like I'm gonna get an erection. You ready? Sorry. Nice, huh? Oh, oh my god, this is good. Okay, an erection. Wait. I did. An erection. Oh my god, I'm loving this already. I'm sorry. If this isn't your vibe for co-working, come back in 8 minutes. Where's the food? Some of the go out for that. Sorry? Have you ever watched Glenn's Co-working Law? I'm shouting because this is so loud in my earphones, by the way. Thank you, Soraya, for this. If you hate everyone else, eat. If you hate yourself, shower. If you think everyone hates you, sleep. I love that. Oh, here we go. Time to get out of bed. Time to wake up. I can't believe he doesn't have this version on Spotify. This is what I need every morning, and I've got to get up by the end of the song. I love him. Here we go. Ready? Everyone? Wait, we're turning it up. We're turning it up. It's going up in my earphones again as well. Oh, it's on 100 in my earphones. I don't know who that is, Alice. Oh, I'll have to look them up, Alice. When you're making excuses for what you are, when you're making excuses for your shit, when you're making excuses, baby, you just need to look inside. The eye contact. I've got a boner again.